Un projet qui m'avait pas mal animé quand j'étais plus jeune, et j'ai pas pu aller au bout. On avait un rond-point qui était plus ou moins abandonné à côté de mon lycée, et je rêvais de faire le rond-pain, qui était une boulangerie en mode drive un peu, utiliser ce rond-point, un peu comme le courte-paille à l'époque, pour aller chercher sa baguette. Bon, c'était un projet qui n'a pas vu le jour, mais c'était une première petite idée d'un espace, d'un usage. Et j'ai toujours aimé les bons produits et la boulangerie. Mon grand-père était boulanger. Il y avait un petit côté ADN familial que je souhaitais retranscrire. Voilà. Ok, c'est original, j'ai jamais entendu. Le rond-pain. Ouais. Ça Le nom n'a est pas tout trouvé. existé, donc il y a peut-être encore un truc à faire. Tu vois. Ah oui. Et ensuite, du coup, tu as été étudiant aux arts et métiers. Ouais, C'est un super musée d'ailleurs, qui est à Paris. aussi. Ouais. C'est mon préféré. Est-ce que pendant tes années étudiantes, est-ce que tu as un souvenir particulier qui t'a marqué et un moment où tu te dis, oh, c'était génial? Ça peut être dur, ça peut être positif, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment marqué durant tes années étudiantes? Alors, bah, ouais, 3 années d'école, super, des copains pour la vie, ça c'est sûr. Alors, c'est une école qui a plus de 200 ans, qui avait été ouverte par Napoléon Bonaparte à l'époque pour réindustrialiser ou industrialiser, même plutôt automatiser un peu le pays avec un peu d'ingénierie. Et sur ces 3 années, j'ai eu la chance de faire deux stages à l'étranger, un au Danemark et un au Canada, donc des pays plutôt froids. Et s'il y a peut-être un moment dont je me souviens qui a marqué ce deuxième séjour au Canada, c'est que l'école m'a envoyé au Canada le 22 février, je crois. Sauf que le jour où je suis arrivé, c'était les vacances pour les Canadiens. Donc, je me suis retrouvé pendant une semaine à 6000 km, à moins 28 degrés, dans un endroit où je n'avais pas de logement, parce que mon logement était la semaine d'après. Donc il a fallu se débrouiller Ah mince. à 20, 21 ans, 22 ans. Donc c'est un souvenir assez glaçant, mais au final, j'ai tapé à toutes les portes, j'ai trouvé du monde, on trouve des solutions, et ça reste un souvenir absolument incroyable, parce que le Canada est un pays fabuleux, quoi. T'es resté en contact avec les gens qui t'ont aidé à cette époque-là? Plus tant, parce que c'est des étudiants internationaux qui étaient un peu de tous les pays, etc. Mais on a passé par contre les 6 mois ensemble, Ah, après avoir tapé aux ok. portes. Et d'ailleurs, petite anecdote, la chambre d'à côté, celui qui était parti en vacances avait oublié d'enlever son réveil. Donc à 7 heures du matin, pendant toute cette semaine-là, j'étais rythmé au réveil de ce voisin Oui, qui tu n'était pouvais plus là pas parce aller qu'il était en ouvrir. vacances. Ah bah non, j'avais pas la clé. Donc non, voilà, c'est des petites anecdotes comme celle-là, quoi. Ok. Et c'était quoi les filières que tu as pris durant ces études? C'est quoi les domaines Alors donc, d'expertise? c'était très orienté ingénierie, mécaflux. J'avais fait de l'aéro acoustique et de l'aérodynamisme, donc des matières que je n'ai plus du tout pratiquées. C'est peut-être d'ailleurs un peu ce qui est sorti de ça, c'est que j'ai fait une classe prépa maths et physique techno pour intégrer les arts et métiers. Et dans ma vie professionnelle, j'ai été assez rapidement gérant d'entreprise. Et c'est là où je me dis, tiens, est-ce que j'ai fait les bons choix d'études par rapport à la carrière que j'ai eue derrière? Alors, ça m'apporte sûrement plein de choses, mais j'aurais aimé faire plus d'économie, peut-être plus de gestion, plus de finance dans ma carrière. Ça m'aiderait en tous les cas aujourd'hui sûrement un peu plus, quoi. Mais donc, du coup, ça amène ma prochaine question. Ouais, vas-y. T'as déjà à moitié répondu, mais si t'avais 18 ans, face à Parcoursup, est-ce que déjà tu ferais des études? Et si oui, dans quel domaine t'irais, de manière générale? Alors oui, je ferai des études parce que j'ai eu la chance d'en faire et que c'est quand même un luxe incroyable que de pouvoir du coup choisir une voie. On a une scolarité absolument fabuleuse en France, des écoles de commerce, des écoles d'ingé, des classes prépa, des lycées, des facs qui sont les meilleurs du monde, hein, sur beaucoup, beaucoup de matières, beaucoup d'endroits. Et donc c'est une chance inouïe. Et quand on peut le faire, ce qui était mon cas, bah, je suis ravi d'avoir fait. Après, est-ce que j'ai fait les bonnes études par rapport à ma carrière? Ah, écoute, je n'ai rien regretté parce que j'ai passé des années super dans ma scolarité et dans ma vie professionnelle et je me suis jamais senti en lacune. Par contre, est-ce que mes cours de mécaflux ou d'aéroacoustique de mes jeunes années me servent aujourd'hui? Non, pas du tout. Et une école de commerce aurait certainement eu aussi beaucoup d'avantages côté marketing, côté gestion d'entreprise, côté pilotage, côté reporting, côté finance. Et c'est des choses qu'on n'enseigne pas du tout en école d'ingé, qui je trouve est un peu dommage parce qu'on a aussi besoin de ça, même si on est sur de la conception, de l'ingénierie, on a quand même besoin de gérer un peu les choses et quelques cours de gestion un peu plus appuyés auraient été sûrement un peu utiles. Mais je crois que ça a évolué, hein, parce que dans les écoles d'ingé d'aujourd'hui, non pas il y a 25 ans, les choses se sont un peu améliorées là-dessus. Voilà. Ouais, ouais, j'ai un pote qui est justement, on a des Ouais. cours qui sont les mêmes qu'on partage quoi en fait. Ah bah voilà. Mêmes T'es en évaluations. école de commerce, toi, du coup, c'est ça, hein? Moi je suis en école de commerce, lui en école d'ingé. Ouais, Et ok. les cours se Se rejoignent rejoignent vachement. sur certains aspects, sur le tronc commun, quoi.
Et donc, du coup, après ton école, tu as Ouais, été salarié. ouais. C'était quoi la première expérience? C'était où? Comment ça s'est passé? Alors, je suis rentré en fait du Canada en 2003. J'avais le mot aéroacoustique sur mon CV. Les jeunes diplômés en France en 2002-2003, c'était très compliqué pour les jeunes ingénieurs puisque c'était une période avec, peu de temps avant, il y a eu les avions dans les tours à New York. Donc, le Ah marché oui. était quand même assez complexe. Et donc, on se retrouvait, jeunes diplômés, à avoir très peu de jobs. Moi, j'avais même des gens de mon école de la promo du dessus qui donc étaient sortis un an avant moi, qui continuaient de chercher au moment où nous on arrivait sur le marché du travail. Donc c'était quand même pas une période la plus facile. Et j'ai été appelé par une boîte de services parisienne. Moi j'étais à Nice à ce moment-là, qui me dit bah voilà, j'ai quelque chose pour vous. Faut être à Paris demain matin à 8 heures. C'est sur de l'aéroacoustique, c'est pour Valeo. Est-ce que ça vous plaît? Alors, je ne savais pas trop répondre si ça me plaisait ou pas, mais en tous les cas, j'avais besoin de travailler et c'était un appel. Donc, j'ai pris mon avion le soir même, enfin non, le lendemain matin, à 6 heures du mat. À 8 heures, j'étais dans le bureau de cette personne et c'est comme ça que j'ai découvert le métier du conseil, donc de consultant. Alors, effectivement, là, c'était de l'aéroacoustique chez Valeo, super structure, mais est-ce que moi, je me voyais au moins 4 mettre des capteurs et autres, c'était peut-être un peu moins. Mon cheminement pour ma vie Hmm. professionnelle. Et donc, j'ai pas fait ce job-là, mais par contre, j'ai découvert le job d'ingénieur d'affaires, qui était donc ce que faisait le monsieur qui m'avait appelé. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans la vie professionnelle. Pas dans cette entreprise-là, mais le concurrent le plus direct. Et j'ai démarré en tant que salarié. Et j'y suis resté pendant presque 4 ans. Ok, parce que du coup, on arrive en 2007. Ouais, c'est ça. Et en 2007, tu te dis, tiens, je vais faire quelque chose de nouveau. Alors, ça a démarré plus tôt la réflexion. Ok. J'y ai rencontré en 2003 la personne qui allait devenir mon associé en créant Méritis, qui s'appelle Gilles. Donc, on a travaillé ensemble pendant quelques années. Et dès 2005, en fait, on avait eu ce début de discussion de créer un cabinet en ayant du coup un petit changement par rapport à ce que l'on faisait en tant que salarié. C'est-à-dire que l'idée, c'était de mettre le contrat de travail du collaborateur comme étant le point d'ancrage de la relation et le contrat client venait ensuite et en conséquence quelque part. Donc on recrutait d'abord les collaborateurs et les consultants grande école, bonne formation, et une fois qu'ils étaient à nos côtés, engagés, on va dire, dans le projet de l'entreprise, on allait chercher les projets de nos clients qui étaient les plus exigeants, les plus qualitatifs, les plus percutants, et ça nous permettait d'avoir du coup une base de sérieux, de qualité à proposer à nos clients qui était absolument superbe. Parce que du coup, dans l'industrie du conseil à Ouais. l'époque, c'était l'inverse qui se passait. Assez communément, les sociétés de conseil allaient chercher des opportunités de projet. Puis une fois qu'elles avaient les appels d'offres et la Hmm. possibilité de travailler avec un client, elles cherchaient les ressources, soit chez elles, soit en recrutant. C'était souvent ça, surtout pour des collaborateurs plus juniors, C'est parce sûr que le qu'on réduit marché le du risque. conseil s'était développé très très rapidement. Et moi, j'ai toujours trouvé euh, plus opportun de faire l'inverse, de recruter des gens en qui j'avais foi, des relations bien solides, de connaître les gens précisément, leurs compétences, leurs caractères, leurs envies, leurs motivations, et puis après d'aller chercher chez nos clients les plus belles opportunités. Et- Mais c'était assez peu fait comme ça il y a une vingtaine d'années dans le monde du conseil, et c'est pas encore très commun de le faire comme on le ok, fait. mais ça continue. Tu as gardé cette Ah ligne oui, oui, directrice. alors on s'est adapté à ce que l'entreprise s'est développée, donc on fait maintenant les deux, donc ce qui s'appelle le recrutement sur profil, Mhm. ce que je viens de te dire, et les recrutements sur mission, c'est quand on a une opportunité et qu'on n'a pas les ressources, donc on recrute des collaborateurs pour la mission, puis après ils restent à nos côtés plus durablement. Mais le recrutement sur profil, c'est vraiment l'ancrage principal de notre positionnement. Ok. Et ton associé, donc, est-ce que tu peux me rappeler son prénom? C'est Gilles, Gilles. Ok. ouais. Quand tu l'as rencontré, c'était. Est-ce que au départ, tu avais une relation amicale avec lui? C'était plutôt professionnel? C'est. Plutôt professionnel parce qu'il était positionné depuis plus longtemps dans l'entreprise. On avait 10 ans d'écart, donc j'ai même travaillé sous sa responsabilité. Puis après, on a travaillé dans deux départements différents. Et donc, on était sur des moments de vie un peu différents. Moi, j'avais plutôt entre 25 et 27 ans. Lui, il avait plutôt entre 35 et 37. Et donc, l'idée de se réunir, c'était pour créer autre chose, plus de liberté, plus d'indépendance, et puis l'envie de créer un projet avec des valeurs très fortes. Et donc, on s'est lancés tous les deux à ce moment-là, en 2007. Et est-ce que c'était pas un peu intimidant d'être associé, donc au même niveau qu'un bonhomme qui a 10 ans de plus que toi d'expérience, qui a été ton supérieur? Ouais. Comment est-ce que tu as réussi à amener ça, à dire je veux pas travailler pour toi, je veux qu'on soit associé? Enfin, je sais pas comment c'est passé, mais. C'était très naturel, puisqu'au final, déjà, on travaillait plus ensemble hiérarchiquement quand on s'est lancé, puis on avait créé ce projet. Et puis, je pense que quand tu te lances,
il n'y a pas de qui est au-dessus de qui ou qui fait quoi. C'est de toute façon, on se lance vis-à-vis d'un marché, on part de zéro avec une feuille blanche, l'un et l'autre. Euh, Quelque part, j'avais encore gardé moi le lien client, le recrutement, donc j'étais opérationnel de suite. Et puis lui s'est remis aussi à faire le métier de base dans nos métiers d'ingénieur d'affaires. Et donc on a construit tout le début de Meritis sur une totale base d'équité. Et c'est ce qui a suivi pendant 18 ans. Il est parti en 2022 et on a géré cette dynamique de co-gérance de l'entreprise à deux pendant toute cette période-là. Et je pense que c'est ça qui est beau aussi, justement, c'est d'avoir réussi à travailler en total alignement sur ces sujets-là. Et dans le dur, parce que du coup, 2007, vous fondez la boîte. Ouais, Arrive 2008-2009. ouais, Alors, moi, j'ai 23 ans, 24 ans actuellement, donc ouais, je me rappelle pas cette période, j'étais à l'école primaire. ouais. C'était comment d'être. Du coup, tu avais 27, Ouais, 27 ans là? 27 ans quand je me suis lancé. C'était comment d'être comment dire, jeune travailleur, entrepreneur, dans un moment où le monde financier, le monde professionnel s'écroule? C'était à la fois terrifiant et excitant. Euh, Comment te dire? Quand on s'est lancé donc en septembre 2007, il y a eu les premiers articles des subprimes aux États-Unis en août 2007, donc le mois d'avant. Ah oui. Mais sauf que l'effet que ça a eu sur nous à l'époque, c'est un peu comme les premiers articles du Covid en Chine Mm. en février ou janvier 2020. Tu as l'impression que c'est à 6000 km et que ça ne peut pas t'impacter. Là, c'est pareil, c'est-à-dire que sur l'instant, on se dit, ah bah tiens, le monde de la finance vacille un peu aux États-Unis, sans du tout imaginer la crise systémique était en train de se lancer. Et après, quand tu es dans une piscine, bah, tu nages, tu n'as juste pas le choix, c'est ton choix. On était sur nos fonds propres, on n'avait pas d'investisseurs, c'est nos économies qui servaient à payer tout ce qu'il fallait payer. On recrutait nos collaborateurs sur profil, donc ils étaient immédiatement rémunérés. Et donc, oui, c'est un travail titanesque. Tu comptes pas tes heures, tu es obnubilé par trouver des solutions, par fédérer tes équipes, par trouver des clients, par le fait de ne pas créer de tension, de crispation auprès de tous ceux qui te font confiance. Et puis, avec beaucoup de travail, en choisissant évidemment les bonnes personnes aussi à tes côtés, tu finis par trouver une petite voie. Et puis, étape après étape, les choses se dérident, mais c'est très très lent. Il y a 3 fois dans ma vie, pendant ces 3 premières années, où on ne savait pas très bien comment payer les salaires le 25 du mois. Et Et ça, alors, c'est du des coup, moments où tu te souviens toute ta vie, ça. tu peux nous raconter un peu plus? Est-ce que tu as des exemples? Enfin, où est-ce que tu étais? C'était le soir? Comment Bah, écoute, comment tu as trouvé une solution? en fait, je crois que le plus grand des conseils déjà, c'est de jamais baisser les bras et de se dire, si je vis ces difficultés, c'est que je l'ai choisi. Moi, j'ai choisi de quitter un employeur avec qui j'ai passé de très belles années. J'étais très bien rémunéré, j'avais une carrière qui avait très rapidement avancé et c'était mon choix de stopper ça, de poser ma démission et de lancer mon entreprise. Donc, il faut en vouloir à personne dans ces moments-là et accepter que ça soit le jeu. On se lance, bah oui, quelque part, il y a une crise, mais peut-être qu'après coup, après, quand on a trouvé les clés, ça a été un des plus beaux cadeaux qu'on ait eu pour le démarrage de Méritis, que comme ça a été extrêmement difficile et que très peu ont réussi à trouver la voie, et que nous avions encore des équipes toutes petites, on a su s'adapter très vite, en fait. Et ça nous a aidés après pour toute la suite du développement de Méritis. D'avoir eu un démarrage très dur, ça t'oblige à être très vigilant, à aller par étapes dans ton développement, à avoir des relations qui soient très solides avec les gens. Et puis au fur et à mesure, ça se développe. Et après, dans les petites anecdotes, on était tellement sous tension côté cash qu'on envoyait nos factures dans les premières années le vendredi à 16 heures par coursier pour que ça arrive avant 17 heures chez nos clients. Et je remercie nos clients de ces belles années. Je ne vais pas les nommer, mais c'est des banques, des grandes banques françaises qui ont globalement vraiment joué le jeu et qui nous ont permis de payer, en payant très rapidement les factures que nous avions, de pouvoir payer nos salaires. Et puis au fur et à mesure, tu finis par trouver des solutions. Donc du coup, tu as passé ces 3 premières années un Ouais, peu chaotiques. ouais, Donc tu as réussi à avoir des contrats, j'imagine, un peu plus pérennes vers 2010-2011. ouais, Et donc à ce moment-là, tu as fait à peu près autant d'années en tant qu'entrepreneur et en tant que salarié. ouais. Euh, et maintenant, avec le recul, peut-être encore plus, est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes de ta vie de salarié et est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes de ta vie d'entrepreneur? Des choses que tu sens que tu as perdues? Alors non, je regrette rien. Je pense que je suis content d'avoir été salarié
parce que je pense être un meilleur entrepreneur en ayant connu euh, aussi des process, une boîte bien structurée, un projet d'entreprise. Et quand tu te lances, si tu n'as jamais connu le monde de l'entreprise avant, il y a peut-être des choses qui sont moins instinctives. Donc, non, je remercie ces quelques années qui m'ont quand même donné déjà le goût de mon métier. Ça, c'est important, parce que je ne savais pas forcément quoi faire à la sortie de mes études. Donc, j'ai appris un métier, j'y ai trouvé goût. Et puis, c'est une très belle boîte qui m'a donné quand même l'envie de continuer dans ce secteur-là. Et puis, content d'en être sorti, de m'être lancé, parce que aussi, quand tu as ça dans les tripes et que dans le sang et que tu as envie de te lancer, l'entrepreneuriat, c'est absolument fabuleux. C'est très grisant, c'est très difficile, parce que tu es responsable. J'ai pas loin de 1000 familles aujourd'hui qui travaillent, 1000 collaborateurs, donc 1000 familles indirectement à qui je dois rendre des comptes quelque part, hein. Le projet d'entreprise, où on va, quelle est notre vision, nos ambitions, l'impact de l'IA sur nos métiers, parce qu'on travaille quasiment tous dans le monde de l'informatique chez Meritis. Donc ça bouge très vite, très fort. Donc il y a un côté, ouais, tu as envie de faire plein de choses, et puis il faut structurer par étapes, sécuriser, rassurer, parce que des gens ont besoin de leur sécurité en tant que salariés, et puis avoir de l'audace pour penser au coup d'après, pour penser à l'étape d'après, pour penser au choc d'après. On est vraiment, tu parlais de 2007-2008 qui était un choc. Celui-là, on est à nouveau dans un choc La en ce crise de moment. notre génération. Ah ouais. J'en ai connu 4. J'ai eu la crise des subprimes, la crise de la dette souveraine, qui est plutôt entre 2011-2012. Pareil, tu devais être encore un petit peu jeune à ce moment-là. Collège. Crise Covid, ça doit te parler Oui. pas mal, qui a quand même mis un peu le monde à l'arrêt et qui nous a fait voir que tout pouvait bouger très vite en un rien de temps. Et puis là, on est plus dans une crise de marché. C'est-à-dire que notre métier du conseil en informatique est en train de bouger très fort, parce que l'IA, et puis aussi c'est un monde avec l'instabilité politique, avec la guerre en Ukraine, à nouveau la guerre aujourd'hui dans les Trois-Dormouse et autres, fait qu'il y a un peu de difficulté et donc un manque de visibilité. Mais fabuleux que de se lancer. Complètement. Et du coup, ça me fait rebondir sur un point. Ouais. Est-ce que tu as ressenti un moment où tu t'es dit, ah ok, c'est bon, ma machine roule et je peux partir un dimanche aller pêcher, je reviens et la machine roule toujours. Est-ce qu'il y a un moment où c'est arrivé? Alors, c'est pas un déclic, mais effectivement, l'année 2010 a été une année un peu charnière. Les 3 premières années, donc, on s'est lancé donc, fin 2007 et 2008-2009. Là, tu as un sentiment un peu de précarité. Alors, pas pour les collaborateurs qui nous faisaient confiance, qu'on avait quand même, on arrivait à gérer les choses, avait notre économie, on faisait attention à toutes nos dépenses au centime près, on ne se rémunérait pas naturellement. Donc tu te sens en précarité et tu te dis que le projet de l'entreprise n'est pas encore assurément viable. Voilà, tu fais tout pour, mais tu as encore dans ta petite tête, quand tu te couches le soir, en disant, putain, c'est chaud, c'est dur. Et il ne faut pas qu'il y ait 3 merdes de plus, parce qu'on n'a pas tant de marge que ça avant de s'en sortir. Et fin 2000, à partir de l'été 2010, on gagne un très gros contrat dans une autre banque, la Banque Postale, une entreprise à mission aussi, qui nous fait passer une vraie grosse étape aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 2010, avec ce joli contrat, là, on a toute une partie des équipes qui va travailler durablement sur ce contrat. Et puis, on se retrouve avec une trésorerie qui est légèrement plus positive et qui nous a permis d'investir en recrutant 2 ingénieurs d'affaires et 3 personnes aux ressources humaines immédiatement. Une sorte de petite promo. Ok. Et on est passé de 2 à 7 aux fonctions sièges en 2 mois, 2-3 mois. Quand Et tu dis là, il y a une vraie fonction bascule. Fonction siège, en fait, dans nos métiers, il y a les consultants qui sont en mission chez nos clients. Mhm. Et puis, on a des fonctions qui permettent, donc les commerciaux ou les recruteurs, qui nous permettent de développer l'activité commerciale. Et pendant ces 3 premières années, on n'était que les 2 associés fondateurs à faire tout. Ok. Entretien 1, entretien 2, le coup de balai quand il y a besoin, les payes, la trésorerie, etc., etc. Et donc là, à partir de ce contrat, on réussit à recruter 4-5 personnes d'un coup, ce qui fait que du coup, on passe dans un moment où on investit dans nos équipes pour pouvoir démultiplier un petit peu le champ d'action. Et là, du coup, c'est à partir de ce moment-là où vraiment la boîte se lance. Parce que Ok. on n'est plus dans l'urgence et la précarité, on est dans la construction, la fédération et l'accélération. Et d'ailleurs, on a été très vite, parce qu'entre 2011 et 2014, on a dû passer de 35 collaborateurs à pas loin de 150-200. Donc ça a été très vite. X4, Sur ces 3-4 années, il y a vraiment une accélération très forte.
OK et donc du coup, est-ce qu'à l'époque, du coup, tu avais, des enfants ou ça arrive un peu plus tard? J'ai eu mon premier enfant en décembre 2009, donc Décembre 2000 OK, donc c'était, et sur la puis fin de la 2012 et de la course, quoi. 2014. Donc oui, oui, j'ai eu mes enfants, voilà, dans cette période-là. OK. Est-ce que, du coup, tu as connu le métier de papa. Oui, ah Est-ce ouais, que tu penses que ça aurait été le plus beau des jouable métiers, de le plus beau. oui, est-ce que tu penses que ça aurait été jouable d'avoir, de d'être papa et en plus de ça, de lancer, Méritis, au même instant, tu vois? Et de connaître les 3 ans difficiles avec un enfant à éduquer en bas âge? Bah, j'imagine qu'il y a plein d'entrepreneurs qui l'ont connu et si je l'avais vécu, j'aurais certainement, je l'espère, trouvé les clés, parce que tu décides pas forcément les choses comme ça. Tu décides pas d'être papa à Oui, tel oui, oui. instant ou tu décides pas de te lancer à tel instant. C'est des contextes de vie, des contextes de choix, des contextes d'envie, etc. Mais j'ai eu mon fils effectivement décembre 2009, Raphaël. On était encore dans une période qui était loin d'être simple. Mais c'est vrai que 2008 et 2009 avaient été plus difficiles et l'année 2010, il y a eu une transition vers vraiment le projet de Méritis d'aujourd'hui, donc une accélération. Et ça tombait au bon moment, tu vois, Mmh. que je ne vive pas les nuits complètement chahutées des 4 premiers mois Mmh. dans des semestres les plus difficiles, quoi. Évidemment Ouais, et donc du coup, tu arrives, à un moment où, tout à l'heure tu l'as dit, entreprise à mission. ouais. Méritis est une entreprise à mission? Non, 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 on OK. est B Corp. Ça Alors, B Corp, c'est une association américaine qui vient, comment dire, aiguiller, aider les entreprises pour qu'on puisse avoir le plus de responsabilités sociales, écologiques, sociétales. Et c'est un baromètre, si tu veux, ou un certificat qui vient contrôler plus de 200 points dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile. On est quelques dizaines d'entreprises en France, peut-être centaines dans le monde, mais c'est pas quelque chose aujourd'hui qui est si commun et si banal. Et dans le monde du service, on est quand même très peu. Donc effectivement, je me suis posé moi la question d'aller jusqu'au statut d'entreprise à mission. Je parlais de la Banque Postale qui l'était et je trouve que c'est très bien qu'il le soit. Nous, on n'a pas encore été jusqu'à ce niveau-là, mais par contre, on est Bicorp et puis on a plein d'autres petits des drapeaux, badges. des badges. On a été Great Place to Work de nombreuses reprises. On est certifié ISO. Enfin, je trouve que c'est important ce type de dynamique en parallèle de notre projet d'entreprise, enfin, ou au cœur de notre projet d'entreprise, je devrais plutôt dire, parce que ça donne en fait des repères sur ce qui est important pour nous. Et aujourd'hui, bah, typiquement, ces 200 points de contrôle pilotés dans l'entreprise, bah, ça permet de dire oui, on fait attention à nos fournisseurs, on fait attention à nos dépenses, on tente de faire attention à nos déplacements. Alors même si j'habite à Nice et que je monte à Paris, Oui. et là, le Nice-Paris en train, pour l'avoir fait quelques fois, c'est dur. Donc je prends l'avion et c'est peut-être ma plus grande difficulté aujourd'hui. Dans les choses qui, moi, me chagrinent dans mon quotidien, c'est de devoir prendre l'avion aussi régulièrement. Voilà, mais ça fait partie de choses que je réglerai peut-être un jour, ou j'arriverai à régler. Mais voilà, Bicorp, c'est vraiment quelque chose qui fait partie maintenant, c'est une forme d'exosquelette de l'entreprise qui nous permet d'être vigilants. Voilà. OK Et d'ailleurs, ce qui nous amène à discuter aujourd'hui tous les deux, c'est un peu ce même alignement et avec The oui, Bench. Voilà. exactement. Donc ça fait combien de temps que tu t'es inséré dans ce projet? Et c'était quoi ton idée, c'était quoi ta motivation? Alors, en fait, en 2022, j'ai fait rentrer différents fonds à mes côtés, quand mon associé Gilles est parti. Et j'ai eu beaucoup de discussions avec des banques, avec des fonds qui étaient tous très intéressés par le modèle social de Méritis. C'est-à-dire qu'on avait été Great Place to Work, on avait toujours célébré le contrat de travail, essayé de trouver un climat le plus positif et le plus simple possible. Même si, attention, rien n'est parfait, mais on a toujours essayé de faire très attention à la manière dont on gérait les situations individuelles et collectives avec de la responsabilité, de la respectabilité. Et quand j'ai fait du coup cette année un petit peu de discussion avec tous ces gens passionnants, je me suis dit, mais dans la partie RSE, c'était les grands mots à l'époque, le RSE, quelle est votre stratégie RSE, quelle est votre vision, Je trouvais qu'on était extrêmement visible sur la partie S, le social du RSE, mais beaucoup moins sur la partie écologique. Et que oui, on avait un bilan carbone qui était tout à fait respectable, mais est-ce que ça avait pris une place assez importante dans notre quotidien? Pas tant. Et donc c'est à ce moment-là, donc 2022, que j'ai voulu mettre plus de concret sur le sujet écologique dans ma vie, dans mon entourage, dans mes choix. Et donc Team for the Planet
et The Bench. Alors The Bench est arrivé un peu après, mais B Corp et Team for the Planet sont arrivés à ce moment-là, 2022. Ok. Quel concret qu'il y a derrière? C'est-à-dire il y a une dynamique d'amélioration continue. Donc on doit toujours, les années les unes à la suite des autres, on doit faire un peu mieux que l'année précédente. Ok. Ce n'est pas des grands pas où on va tout transformer et révolutionner. Par contre, progressivement, de manière constante, on va essayer de faire un peu mieux sur tout. Et ça, j'aime bien cet état d'esprit du petit pas de plus tous les ans. Voilà. Ouais, c'est comme sur les produits, ou si on prend par exemple l'iPhone, chaque année, on l'améliore un petit peu, mais on garde le gros de la base, quoi. C'est ça, je pense que c'est comme ça que tu fais les meilleurs progrès. Ils sont constants, ils sont réguliers, les gens comprennent l'intérêt, et donc après, tu as une mouvance. Tu viens fédérer les gens vers un projet, et tout le monde comprend pourquoi le petit pas d'après est utile. Et du coup, on va en parler des collaborateurs. Ouais. Donc, tu as fait pas mal de recrutements. Oui, Il y en a certains qui ont fini sur du coup, des opportunités, d'autres qui n'ont pas donné suite. ouais, Les entretiens ont beaucoup changé ces 20 dernières années. Alors, ouais, moi, j'en fais que depuis 3 à 4 ans. ouais. Donc, j'ai une vision assez récente. Et l'entretien est de plus en plus, je dirais pas difficile, mais s'homogénise de plus en plus. Ouais. Est-ce que tu as des histoires d'entretien qui t'ont marqué? Ah ouais, alors, tu sais, on a recruté des centaines de personnes. J'ai eu des entretiens absolument captivants dans plein de situations. Je vais revenir un peu à nos jeunes années parce que c'est des entretiens qui marquent. Et puis, je trouve qu'il fallait avoir du courage pour venir chez Meritis en 2007, 2008, 2009, là où on n'avait Oui. encore rien construit. Non pas qu'il en faille pas aujourd'hui, mais aujourd'hui, on a un projet avec 1000 collaborateurs, on a des clients depuis une vingtaine d'années. C'est plus facile de montrer les opportunités, de montrer notre savoir-faire, etc. Il y a 20 ans, il y avait nos deux bouilles et nos tripes et rien d'autre. Parfois même pas les clients d'ailleurs. Et donc, c'est effectivement des entretiens qui prennent une dynamique très personnelle en fait. J'ai souvenir de Gaëtan, qui est un garçon qui est toujours à nos côtés 20 ans après, donc Ah, c'est notre chouette. tout premier salarié. Et puis, il sortait d'une mission de consultant chez MBDA, qui était au travers d'une boîte de conseil. Il faisait beaucoup, beaucoup de maths et beaucoup d'informatique à un très haut niveau. Et puis, il cherchait autre chose. Et en fait, l'entretien que tu es au départ un peu découverte se transforme en 2 heures d'échange un peu passionnés. Euh, il avait des multiples passions, beaucoup d'algorithmie, beaucoup de maths, de la menuiserie aussi. Je crois qu'on en Ah a ouais? pas mal parlé pendant son entretien. Et donc, c'est des moments où tu sors de là, tu te dis, mais indépendamment du travail qu'on vient d'effectuer l'un et l'autre, tu ressors de là avec la connaissance de quelqu'un où ça a duré 2 heures parce qu'il était 20h30, il fallait que ça s'arrête, mais ça aurait pu durer 4 heures, tu vois, Oui. voilà. Et ça, c'est des histoires qui sont captivantes et qui, du coup, sont peut-être aussi les meilleurs recrutements au monde dans le sens où tu as envie de te découvrir l'un l'autre. Voilà. Donc, il a posé beaucoup de questions sur les choses que, naturellement, on débutait complètement. Et puis je crois qu'il a aimé la sincérité. Peut-être que, justement, le fait de dire on se lance, on ne sait pas tout. C'est un peu la même merde, comme on va dire. Mais je pense que faudra lui demander, mais il est toujours à nos Bah côtés. oui, Et c'est... il est à Nice? Non, il est à Paris. Il est à Ah, ok, Paris. ok. Elle est pas loin alors. Ouais, ouais. Tu continues à faire passer des entretiens, ou c'est plus ton poste? Alors, si, sur certaines fonctions, bien sûr, des gens que l'on recrute. J'ai un directeur général là, qui m'a rejoint récemment. C'est tout un process que j'ai géré de bout en bout avec un cabinet de chasse. Donc là, naturellement, je passe beaucoup de temps d'entretien sur ce type de recrutement. J'ai même parfois, alors c'est pas forcément des entretiens, mais un jeune collaborateur, une jeune collaboratrice qui va venir, on va se croiser. Et je fais ça depuis un petit moment. Et j'adore ça. Je fais des petits déjeuners rencontres avec tous les jeunes salariés qui viennent de nous rejoindre. Mhm. Donc, tous les mois à peu près, j'ai une matinée comme ça où je prends pendant une petite heure les nouvelles recrues et on passe une heure en mode ils me posent des questions, j'y réponds et c'est très agréable. Moi, ça me permet de voir les nouvelles têtes, comprendre pourquoi ils nous rejoignent, ce qu'ils vont faire, identifier les prénoms aussi. Ah oui, parce Et qu'à 1000, on peut difficilement suivre tout le ouais. monde. Et puis voilà les rôles qu'ils occupent. Ok. Et donc, du coup, comment est-ce que t'aimes. Donc, imagine que demain, on passe un entretien. Ouais. Comment est-ce que t'aimes que la personne en face réagisse, réponde? Est-ce qu'aujourd'hui, tu cherches plutôt du scolaire, du extrascolaire? Tu cherches plutôt des exemples? Tu cherches plutôt du rendu? C'est quoi le. Alors, j'ai presque un seul prisme de réflexion, mais ça n'a pas beaucoup changé avec les années. C'est la sincérité. Moi, ce qui m'importe, c'est de connaître, de me dire qu'à la fin de l'échange, que je comprenne l'individu.
Qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Quels sont quel est son caractère? L'idée, c'est surtout pas de dupliquer les gens. On a une chance inouïe que d'avoir de la place sur de nombreux métiers. Par contre, ce qui est important pour moi, c'est la sincérité et les valeurs d'une personne. À partir de là, si la sincérité et les valeurs sont décelables facilement parce que la personne est alignée avec elle-même, c'est très souvent des super recrutements, que ça soit des gens qui aient des caractères X, Y, Z. L'idée, Oui. c'est pas d'être tout le monde pareil. Il y en a qui vont être très process, d'autres très audaces, d'autres très solaires. Il y a plein de manières de catégoriser un peu les caractères Oui, dans le il y a monde des jeux de mots. professionnel. Voilà, c'est ça. Et quelque part, il me faut de tout dans l'entreprise. Par contre, ce qui est important, c'est que moi, je suis un peu le garant des valeurs dans la boîte. Hum. Ça, c'est mon job aussi, hein, c'est de m'assurer que les valeurs soient comprises et tenues par tous. Quand tu parles de valeurs et que tu es 2 au départ, bah, c'est globalement les tiennes. Oui. Quand tu parles de valeurs et que tu es 1000, bah, il faut que tout le monde les porte. Oui. C'est ça qui donne la valeur d'une entreprise, la valeur humaine. Tu vois. Ok. Et donc, je veux m'assurer qu'en entretien, que les gens soient vrais, tout simplement. Ok. Donc au final, que la personne ait un passé plutôt, je dirais, parce que du coup, il y a quelque chose qui freine beaucoup, moi dans mon cas par exemple. Ouais. Donc je suis encore en alternance, mais j'ai plein de petits projets à côté qui commencent à prendre plus ou moins leur, comment dire, leur envol. Et il y a la question qui se pose, ah ouais, mais est-ce Est-ce que que, j'en parle? pas spécialement, c'est plutôt la question, est-ce que je tente de réaliser tous ces projets ou est-ce que je vais chercher une carrière traditionnelle? Ouais. Parce que je reprends donc dans 5-10 ans, j'ai peut-être des enfants, peut-être des choses, des obligations, quoi, parce que là pour l'instant, je ne pas trop. Mhm. Est-ce qu'un recruteur, un patron plutôt, va se dire, ah, le bonhomme qui a pendant 5 ans vu lancer tous ses projets et qui a eu des échecs, est-ce qu'il est autant intéressant pour mon entreprise que le bonhomme qui a eu 5 ans de salariat? Et donc, en fait, il a déjà beaucoup plus il est beaucoup plus dans les process, etc. Ah, c'est une bonne question. Alors déjà, ça dépend vraiment, si tu veux, de la personnalité. Moi, je trouve passionnant des candidats qui ont essayé des choses, qui se sont essayés dans des projets perso, dans des projets associatifs, dans des projets d'accompagnement ou des lancements de boîtes. Je n'ai jamais autant appris que dans les 3 premières années de Méritis. Appris sur moi-même déjà. Tenir, être résilient, trouver des solutions là où il n'y en a plus, pas perdre confiance ni perdre courage. C'est des moments qui comptent double ou triple même peut-être. Donc non, c'est toujours plutôt une bonification que d'avoir essayé des choses, quand bien même parfois ça n'est pas une réussite totale, ou c'est même peut-être un échec dans certaines situations, mais Souvent. c'est de l'apprentissage. C'est de l'apprentissage. C'est plutôt miraculeux que de se lancer et puis y arriver du premier coup. C'est plus une question d'alignement, de chance, de bonne étoile, sûrement beaucoup de travail. Et j'ai eu cette petite chance de réussir à trouver la voie pour que Méritis Face au bonhomme de réussisse, chemin, fasse voilà, son petit bonhomme de chemin, satisfasse ses clients, et puis que la confiance soit renouvelée par nos équipes et nos clients. Et donc le projet a continué de se développer. Mais non, au contraire, il faut garder cette curiosité. Et j'avais envie de te dire, dans la génération qui est la tienne, c'est même fondamental. L'intelligence artificielle bouge tous les métiers. Et C'est oui. une chance extraordinaire. Toutes les cartes sont rebattues de pratiquement toutes les situations. Je pense que on a rarement vu une transformation aussi rapide, aussi extraordinairement impactante de quel que soit le métier, l'IA va avoir un impact positif ou plus négatif. Et donc, c'est un moment fabuleux pour toi et ta génération de se poser des questions, d'essayer de nouvelles choses, de lire beaucoup et de se lancer sur plein de nouveautés parce que tout est neuf pour tout le monde. Moi, mon métier depuis le 5 février, en tant que patron, a pris 5 février, parce que c'est les dernières versions des outils des IA providers, du Claude, du ChatGPT, avec des modèles qui ont vraiment apporté encore autre chose. Et puis Mistral, notre champion français, évidemment, que je suis énormément aussi. Et tu vois qu'aujourd'hui, ça devient des aides permanentes sur tellement de sujets, quoi. Donc, Ok. vous avez une chance inouïe, c'est le Donc, moment, quoi. essayons de faire des trucs Essayez, différents. bien sûr. Et ça rendra vos entretiens encore plus captivants. Parce qu'à l'inverse, un recruteur qui serait incapable de se poser des questions, de vous questionner sur ce nouveau monde qui se dessine, ça doit, vous, en tant que candidat,
vous alerter. Est-ce que c'est une boîte qui est dans l'air du temps Oui. aussi? 2 petites minutes sur le Groenland. Qu'est-ce Ouais. que tu es allé faire là-bas? Écoute, alors, j'ai la chance quand même depuis maintenant quelques années d'essayer de structurer ma vie avec, énormément de travail bien sûr et beaucoup de responsabilités, mais quand même des petits moments de pause qui sont presque des moments, d'oxygénation d'esprit, de sport. J'aime beaucoup le sport aussi, mais aussi presque un peu de méditation, au sens, réfléchir à mon entreprise, réfléchir à l'orientation que je veux lui donner sur les années à venir, m'imposer des temps calmes. Je suis dans une sorte de tourbillon tous les jours de 8h30 à 20h avec un On l'a vu. enchaînement de situations Ouais. que tu as vu d'ailleurs juste avant d'arriver ici avec 2 calls, 2 mails, etc. Et j'adore ce moment d'hyper-réactivité ouais, voilà, de rythme assez soutenu. Et j'ai besoin, une fois ou deux dans l'année, d'un moment un petit peu voilà, de pause où je reprends contrôle de mon calendrier, je reprends contrôle euh, de mon quotidien et je m'oxygène. Et le Groenland, c'est tombé là il y a quelques Parce semaines. que c'est pas commun comme destination. Non, 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 non. Alors écoute, c'est un copain que je remercie encore, Alex, qui est passionné de sport aussi, de ski de rando, et qui m'a proposé un voyage sur un bateau danois des années 70, qui était de l'armée danoise, qui a été Oh, trop bien. rebrandé vers des séjours un peu d'exploration, des séjours scientifiques. Alors c'est pas luxe du tout, c'est plutôt Militaire, quoi. alors, non, mais il a été réaménagé pour Mm. maintenant accueillir du public, des sportifs ou des scientifiques. Mais comment dire, tu as le bateau qui va se mettre devant le glacier qui doit faire 40 mètres de haut. Tu passes ta nuit là. Et puis le lendemain matin, tu as un tout petit bateau qui t'amène dans une crique. Tu pars pendant 4 heures faire du ski de rando sur les glaciers. Tout doux, tu as l'impression de passer comme une petite souris en faisant juste une petite trace de ski, mais tu es totalement privilégié dans un univers où très peu d'humains sont passés. Et puis tu penses à toi, tu penses à ce décor qui est absolument complètement scotchant, tu essayes d'être le moins impactant du tout, et puis tu reviens de là, tu es l'esprit lavé, le cœur rempli de bonnes émotions, et puis tu repars derrière avec plein de belles choses à vouloir faire. Donc ouais, c'est des moments super, j'ai beaucoup de chance de pouvoir les vivre. Voilà. Ah, c'est clair. Et une volonté, du coup, de se dire, tiens, ce serait cool que le glacier reste en forme Bah dans oui, les oui, oui. 50 ans, Alors, 100 ans à venir. bien sûr, c'est aussi venir avoir encore un peu cette petite chance en ayant le moins d'impact possible sur beaucoup de choses, mais être un peu le témoin de ce changement. Et d'ailleurs, pendant une des, un des moments où on s'est arrêté, tu vois un petit bout de glacier tomber et tu te dis, ouais, tu constates aussi malheureusement un peu tout ce qu'on engendre depuis de nombreuses décennies, et ça t'interroge aussi. Tu dis, est-ce que ce que je suis en train de voir là, est-ce que dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, il y aura encore matière à s'émerveiller de la même manière. Je nous le souhaite. Mais donc voilà, c'est des moments où tu allies beaucoup de choses, prise de conscience, prise de recul, l'oxygénation, du sport, des amis, Ok, pour repartir de plus belle derrière. Voilà. trop cool. C'est reparti? C'est reparti. Merci. Merci Amaël, merci à toi, c'était C'est un très plaisir. chouette.